Si elle scinde dans l'autre sens, bah là, on sait rien à faire embêtant, qu'un quoi. arc à flèche, quoi. C'est bien les arcs à flèches. Non. De 4 mètres de long, c'est pas pratique. Pour aller chasser du très gros sanglier, quoi. Et c'est très grandes flèches. Déjà sur le Mirador. Et, Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Gueule de bois, on reçoit une micro-Siri. Alors, je sais pas si le micro devant Siri est très important, mais on Oui, en c'est reparlera. important. Ok. local aussi, ça. Oui, local, évidemment. Siri de la source. Source. Siri la source, c'est pas Ouais. Siri de la source, pardon. Ça. Tu vois, tu fais bien de, de rectifier. Parce qu'en plus, je l'ai marqué comme ça. Je vais le retirer parce que je suis capable de le noter après dans les descriptions d'épisodes. Siri la source, qui est à c'est Bouzeval, hein, c'est ça. Donc on est vraiment local. D'ailleurs, on rappelle que le sponsor, enfin le partenaire, parce qu'on va pas dire sponsor, le partenaire de cet épisode est Bois Local. C'est hyper important. On attend le pognon d'abord. Hein, François. Voilà. Pour l'instant, vous êtes partenaire, vous serez sponsor quand on aura le virement. Tu as bien entendu. Je vais devoir couper tout ça. Quoique lui, ça le fera, ça le fera rire, mais je sais pas s'il aimera bien que ce soit diffusé après. Donc, cette Siri La Source, si je ne dis pas de bêtises, elle a été fondée en 2021. Ouais, c'est ça. Et donc, l'idée générale, c'est de pouvoir fournir aux particuliers du bois massif coupé localement. Ce qui rebondit un petit peu sur notre sujet de l'épisode pilote, que je vous invite à aller écouter, qui était sur un élagueur grimpeur, puisque je pense que vous travaillez aussi en collaboration avec certains élagueurs pour scier du bois. On en reparlera. Principalement, ouais. Voilà, on en reparlera aussi, du coup, dans la suite, c'est le but du podcast. Si on dit tout maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Et donc, on va parler donc, de cette Siri, qui est une micro-Siri et qui est locale, et donc c'est tout ça qui est intéressant, puisque les Siri, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo. On a fait une vidéo sur une série plus traditionnelle, si on peut le dire comme ça. S'il y a vraiment s'il y a vraiment une différence entre du tradi et du pas tradi, ça c'est encore autre chose. En tout cas, avant de se lancer, on va s'ouvrir, parce que c'est aussi l'idée des podcasts, on va s'ouvrir une petite bière. Alors, cette semaine, enfin ce mois-ci, parce que c'est un podcast pour moi, donc on va pas parler de semaine, on va parler de mois, on va goûter une bière qui s'appelle Serre. Alors là, je pense qu'on peut dire la Serre, qui est donc une bière qui est brassée à la brasserie de la... Là, c'est la brasserie de la Source, je pense. Merde, si jamais c'est pas bon, faut me le dire. L'idée, c'était que comme c'est la série La Source, on a la brasserie La Source. C'est pas, c'est marqué, c'est pas... Il est pas marqué. Non, c'est vrai. Ouais, c'est brasserie La Source aussi, du coup. Pourquoi je mets des deux? C'est pas. Bon, c'est brasserie La Source, on va dire ça comme ça. Alors, on est allé l'acheter cette fois-ci au Beer Lover à Louvain-la-Neuve. Pour ceux qui seraient du coin, potentiellement, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que c'est tenu par un passionné. Vraiment. Parce que là, on est allé la chercher ce matin, vite fait, parce qu'on avait on a eu des petits soucis de livraison et on a failli arriver en retard tellement il nous a expliqué des choses sur cette bière et j'ai malheureusement retenu qu'une toute petite partie. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que c'est une bière qui est apparemment très acide pour un peu aller au contre-pied de ce qu'on a tendance à faire, surtout en Belgique, à faire des bières très sucrées pour monter très fort en alcool et du coup enrober tout ça dans du sucre. Ce qui fait, selon lui, que les bières belges d'abbaye sont très appréciées dans le monde, c'est parce qu'il y a cet enrobage un peu sucre, que ici, vraiment, c'est le contre-pied total, vraisemblablement. Donc j'espère que nos estomacs ne seront pas tout percés de... Ah, moi, je vais adorer. Hein. Bah, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus... Je pense qu'il y avait une histoire de figue aussi. Ah oui, c'est vrai, ça. Oh, ça, c'est mon verre d'eau. C'est pas grave, j'aurai de l'eau infusée. Elle va être un peu diluée. Là. C'est vrai qu'elle est infusée à la figue, c'est hyper important à dire. Je ne sais pas si c'est de la figue locale, c'est vrai que je me suis pas renseigné. On va se renseigner un peu. Bon, on va essayer de verser. La couleur a l'air sympa, alors évidemment, en podcast, vous ratez la couleur. Pour ça, faites un tour sur notre compte Insta ou sur notre compte Facebook, vous aurez des photos. C'est bien de ramener les gens sur les réseaux, c'est important. À l'odeur, on sent qu'elle est acide. Parce que du coup, on est proche d'une... Une gueuse, alors. Ouais, c'est ça, ouais. Merci pour le terme. On est plus sur de la gueuse. En termes d'acidité, vraisemblablement. Ah ça va être plus de ton goût. Ouais. Je pense qu'on peut encore... Non, je suis pas brune. Je vais servir mais ça j'adore n'importe la comment. gueuse, du coup, Mais au moins, on très aura un peu de curieux. mousse. J'aime justement pas les bières trop enrobées. Bon, ça tombe bien. Mais c'est vrai que t'as tendance à avoir des trucs presque caramel. Bon, et bien du coup, santé. Santé. Et bon podcast à tout le monde. J'espère que ça se passera bien. Elles sont presque le vin. Ouais. Pour ça que ça a duré longtemps. C'est vrai que c'est bien acide. C'est une gueuse. C'est marrant, ça a tout le goût d'une gueuse. Mhm. Et on goûte pas du tout le côté bière brune. Ouais, j'ai jamais goûté quelque chose comme ça.
Alors c'est ce qu'il nous a dit. En fait, quand on est arrivé chez lui, on lui a dit bon, qu'est-ce que tu as de la source, enfin de la brasserie La Source. Il nous a fait malheureusement, il reste que 2 trucs et par contre c'est hyper acide. Et je sais pas s'ils vont aimer. Je fais, bah écoute, c'est l'occasion de tester justement. Non, mais c'est chouette de découvrir aussi des trucs qui sortent un peu du lot. Ouais, mais c'est pour ça c'est ça qu'on s'est dit et c'est pour ça que finalement c'est celle-là qu'on a pris quand même. Donc voilà, on va la goûter pendant tout le long de l'épisode et on vous dira à la fin ce qu'on en pense si ça va. Apparemment à table il y en a certains qui sont plutôt pour. Alors aujourd'hui évidemment pour le podcast on reçoit Geoffrey et Gilles. Bonjour. Bonjour. Parce que quand même on peut vous introduire. J'aime pas trop cette phrase. On peut vous introduire. Donc on va rien vous introduire, promis. La politesse, c'est de demander avant. Est-ce qu'on peut vous introduire? Peut-on vous introduire? Le mec fait goûter des bières acides, il introduit, vraiment ça donne envie d'être invité au podcast. Quoi. Et vous allez venir nous présenter donc la brasserie La Source. Non, la Syrie. La Syrie, waouh. Elle est forte, hein. Elle est forte. Hein. Je vais rester sur l'eau diluée, là, c'est pas mal. C'est moins acide. Donc vous venez vous présenter la Syrie, on invitera peut-être la brasserie La Source une prochaine fois. Et du coup, la première question, c'est peut-être de savoir, c'est quoi la Syrie La Source? C'est quoi la Syrie La Source? Ouais. Alors bon, pour se présenter comme ça, les gens identifient les voix. Moi c'est Gilles. Le nom complet c'est La Source Micro-Syrie Locale. Ça c'est comme ça on a tout le package parce qu'apparemment en Belgique on n'est pas les seuls à avoir pensé au nom La Source comme nom de société. Et non, il y a pas. Qui font de la bière. Et non, il n'y a pas de source à la Syrie. Donc, c'est quoi la source? La source, c'est une micro-Syrie, donc c'est-à-dire qu'on est tout petit. On occupe un espace intérieur de 180 mètres carrés, ce qui est très petit pour une Syrie. D'accord, puisque 180 mètres carrés, comme ça, sans savoir ce que vous faites, ça a l'air déjà grand quand même. Pour un atelier domestique, c'est généreux. Pour une Syrie, qui est une petite entreprise, bah, ça reste un peu à l'étroit. Donc ça explique le micro. Aussi, on est 2, avec ponctuellement l'aide d'un student en période estivale, mais voilà, on reste une toute petite entreprise, c'est un choix. Et local, parce qu'on reste fortement implanté dans notre environnement proche, à Bousval, qui est une région, mine de rien, pas mal forestière. Notre métier, c'est, comme toutes les scieries, on achète du bois et on vend des planches. Planches au sens large du terme, plateaux, avivés, tout ce qui est issu de la grume. La grume, l'arbre. De la Pas grume, la grume, le fruit. Oui, c'est important à préciser. Sait-on jamais. Déjà que moi je confonds brasserie, Syrie, est-ce que les gens sont mieux réveillés que moi, je ne sais pas. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet? Non, mais je repense. J'avais pas encore noté le côté l'agrume. Ah, pourtant. L'agrume. Pourtant, et, retenez bien ça parce que. Ça fait un citron. Ouais, exact. Et les citrons, c'est. Citron en Syrie, c'est commun. Bref. Eh ben, tu vas adorer le quiz. Il est prévu tout pile pour toi. Je suis pas très doué, moi, en jeu de mots. Il a quand même fallu un an et demi pour passer sur l'agrume. En général, c'est quand c'est devant toi que tu ne l'as pas. Mais c'est sans fin. Hein. Parce que j'avais même oublié le citron pour le quiz et c'est dommage parce que ça aurait pu rajouter un truc, non, tant pis. L'idée de Syrie, elle vient du fait que j'ai acheté avec ma compagne un terrain pas très loin, boisé. On a abattu, fait 60 mètres cubes de bois de chauffage pour une construction neuve qui consomme 5 mètres cubes de bois par an. On avait des années devant nous de chauffage et on a abattu des pièces magnifiques. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire des planches avec une tronçonneuse, un truc, des planches qui n'étaient pas tout à fait droites, un peu ondulées, pas forcément rectangulaires, voilà. Donc, des grosses planches, parce qu'on savait qu'il allait y avoir du rabotage derrière. Et voilà. Et puis, de ce constat-là, de discussion avec des collègues de mon précédent emploi, et un en particulier, qui, lui, s'est dit « Oh, c'est trop cool, j'ai un fils qui se lance dans l'élagage, j'ai un fils qui veut faire des cabanes. Eh ben, moi, je vais en acheter une, tiens. » Et donc, j'ai pu voir avec lui ce que c'était qu'une petite scie qu'on installait fixe, d'un peu voir la chaîne, de voir que ça pouvait fonctionner, et puis, petit à petit, de pouvoir se lancer pouvoir concrétiser, quoi. Et puis à un moment donné, un ras-le-bol des boulots, d'en discuter avec Gilles, de se dire ouais, on y va, hein. On concrétise, il faut on se poussait un peu dehors de nos boulots respectifs. À un moment donné, il fallait changer de... Vous avez quoi comme formation à la base? On est tous les deux ingénieurs industriels, okay. avec un an d'écart de promo.
Ouais, de promo, mais on s'est rencontrés au cours Mais voilà, à l'ECAM, en fait. Ah oui, ok. Ouais. Et J'ai fait une demi-année avec la première, puis j'ai arrêté. ouais, puis voilà, puis on a concrétisé, puis c'est toutes des opportunités qui se sont présentées, qu'on a pu saisir. La ferme là où on s'est installé construisait des bâtiments, on a aidé à les réaliser. Et puis on s'est installé dedans, et voilà. De fil en aiguille. Voilà, de fil en aiguille, de trouver de discuter avec des élagueurs justement qui sont installés dans la région ou dans le village ou juste à côté, de dire bah tiens, qu'est-ce que vous faites du bois? On en fait des tas et puis on les coupe ou on les broie. On n'a rien d'autre à faire que ça, et on est dépité quand il y a un noyer de 80 cm de diamètre qui passe sur le broyeur. Voilà, faute de savoir quoi en faute faire, de filière. Ouais. Voilà, Parce du que- coup, ces dernières années, tout s'est un petit peu imbriqué pour que le projet naisse. C'est plutôt bon signe en général si ça roule Voilà, pas trop mal. on touche du bois pour que ça continue comme ça. Mais Mais c'est... c'est une approche de passion, en fait. Nous, on l'a fait un peu par rêve d'enfant. Ouais, en fait, pourquoi pas, ça se tente, essayons. Et en discutant et en nouant des contacts, les relations qu'on entretient avec la ferme de la distillerie, Marie et Jérémy, c'est une opportunité en or qu'on a eu de pouvoir s'installer au sein de leur ferme. Voilà, de fil en aiguille, je pense que quand on est passionné par quelque chose et que on arrive à communiquer autour de cette passion et être transparent, il y a des trucs qu'on fait bien, des trucs qu'on apprend. Et des opportunités se créent, et c'est comme ça qu'on a noué la toute grande majorité de nos relations commerciales avec nos fournisseurs actuels, et qu'on occupe à développer notre réseau d'artisans artisans, clients, partenaires. C'est difficile à dire clients parce que c'est des gens qu'on apprécie aussi, en fait. On est content de les voir. C'est pas juste une relation vendeur-client, quoi. C'est ça. Et par audace, on se dit, on va tenter, et si ça marche, c'est génial, et au pire, on n'aura pas de regret, on aura essayé, et voilà, quoi. Jusqu'à présent, on est très encouragé par notre démarche, et donc c'est passionnant. Et du coup, donc tu disais, t'as vite fait parler un peu de type d'arbre que vous coupiez. Vous coupez. Vous sciez quel genre d'arbre, quelle essence en particulier, ou dépend de... On scie tout. Tout ce qui pousse dans les 25 km autour de la Syrie. On s'octroie quand même d'aller jusqu'à 100 km pour approvisionner du résineux. Savoir que dans le résineux, on fait une essence. Pour l'instant, on fait une essence qui est le mélèze. Ok. Il présente peu d'aubier, il a des cernes assez serrées, il est durable, il a des jolis dessins, voilà, c'est un peu le résineux parfait. C'est quand même un bois qui travaille, comparé à des Douglas qui sont droits. Mais voilà, non, c'est vraiment un bois qu'on affectionne. On a essayé d'autres résineux, mais économiquement, c'est plus compliqué. Ils sont moins intéressants. En feuillu, par contre, voilà, ça pousse, on coupe. C'est ça. On a les classiques chêne, hêtre, frêne. Et puis quand on en trouve, on fait du noyer, on fait du charme, on fait du bouleau, on fait du châtaignier, de l'acacia, du if, du marronnier. On a eu quelques trucs un peu bizarres. Ah, ça c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que vous avez eu d'étrange? Du liquide en barre. Oui. Ah oui. C'est qui est appelé aussi du noyer satiné. C'est plus blanc. Il n'y a pas un truc, le malheur des singes ou cauchemar des Le singes? désespoir des singes. singes. C'est aussi, oui. avec des très grosses pics, non? Oui, avec des pics sur le tronc. Oui, c'est ça. Hein, oui. Parce que c'est du le coup, désespoir des élagueurs aussi. Oui, aussi. Mais est-ce que l'élagueur n'est pas un peu une sorte de singe, finalement, directement? Je ne voudrais pas vexer. On va perdre 3/4 de la communauté, c'est terminé. Zut. Notre vision, c'est vraiment de valoriser la forêt telle qu'elle pousse autour de nous. Donc, la règle évidente, c'est un peu dans le titre, microcycle local. On ne fait pas d'import, on ne fait pas d'export non plus. On est une scierie, donc on vend du bois qu'on a scié. On n'est pas un négoce en bois. On n'achète pas pour revendre. On vend ce qu'on a, ce qu'on a travaillé, ce qui nous permet de maîtriser aussi le produit, maîtriser les coûts, et de se concentrer sur le job de sciage, éviter de se disperser on ne vend pas de produits, on ne vend pas de panneaux, voilà. S'il faut de la quincaillerie, ou etc., on ira chercher chez un quincailleur. Quincailler. Chacun ses spécialités. Et oui, donc je
je me suis un peu perdu en cours de route, mais notre vision, c'est de valoriser les bois qui poussent autour de chez nous, et les forêts les plus naturelles possibles sont aussi variées. Et donc nous, on accepte des lots en essence variée, en diamètre varié. Parfois des arbres qui ont dû être démontés pour des raisons de danger de maladie, des arbres avec des échauffures. En fait, par défaut, on considère ça comme un bois non valorisable, mais quand on l'ouvre et qu'on voit les plateaux qu'il y a derrière, c'est somptueux. Ce sont des pièces qui sont exceptionnelles pour le bon usage, de nouveau. Faire tout un escalier avec du bois qui a fort caractère, il faut avoir la maison pour le mettre autour. Il faut, c'est ça. Qu'effectivement, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais du coup, tu as répondu un peu à la question, c'était d'où provient le bois que vous sciez exactement. Mais il vient... Donc, on s'est fixé comme limite de s'approvisionner dans les 25 km pour tout ce qui est feuillu. La raison, c'est qu'on veut limiter notre impact, l'impact carbone aussi autour de la scierie. On va pas, avec les 25 km, on va pas chercher du bois dans les Ardennes. Et aussi une question économique, in fine, parce que on peut se permettre des transports de par des petites remorques forestières, des tracteurs qui viennent nous livrer un arbre qui a été débité en 3 billons qui va dans une remorque. Ça ne coûte pas une fortune de rapatrier un arbre et de valoriser un arbre qui a été abattu, que pour des petits lots qui viendraient de plus loin, on est obligé de remplir un semis. Voilà. Économiquement, c'est très intéressant de travailler de manière locale et de pouvoir valoriser. Du coup, ça nous permet aussi de travailler avec d'être livré en direct par les élagueurs. Comme on travaille avec des élagueurs je pense, le plus proche, il est de l'autre côté de la rue. Oui, c'est ça. Il est en face. C'est difficile de faire plus local, quoi. Ils nous aident même à ranger le parc agrumes, parce qu'ils ont une grosse pelleteuse de 16 tonnes avec grappin, et voilà. Donc, c'est des investissements que nous, on ne doit pas faire. Ouais. Tout ce qui est partenariat, tout ce qui est local, amène énormément de bénéfices indirects à l'entreprise. Cette limite de 25 km a énormément aussi de retombées positives, en plus du fait que on valorise notre bois. Et au final, on connaît les gens avec qui on travaille. Et les opportunités surviennent grâce à ça. Et en discutant, on dit mais en fait j'ai un chantier à tel endroit, c'est pas très loin, normalement tout passe au broyage, mais en fait si ça vous intéresse, plutôt que les stocker dans mon parc à broyer qui est de l'autre côté de la rue, le camion il tourne pas à gauche, il tourne à droite, et je décharge chez vous, quoi. Eux, ils sont intéressés parce qu'ils valorisent... Déjà, ils aiment la matière, donc ils préfèrent en faire la valoriser, du bois d'œuvre plutôt que du broyat. Et économiquement, ils s'y retrouvent aussi parce qu'on leur achète cette matière. Voilà, c'est des échanges. C'était une quête de sens dans cette démarche de créer notre entreprise. Et en fait, on la met en application au quotidien en retrouvant des contacts humains qui, en fait, sont un peu nécessaires. Oui, quand même. Malheureusement, il en faut de temps en temps. Parfois, on aime bien être tranquille, mais... Voilà, je sais que le métier a parfois une consonance un peu d'ours solitaire, mais on aime bien dans notre scierie, au milieu de notre poussière. Mais les contacts humains apporte énormément dans notre activité. Ouais. Et du coup, parce que donc, c'est souvent des élagueurs qui vous apportent du bois, mais est-ce que si en tant que particulier, j'ai coupé un arbre dans mon jardin moi-même, et j'ai envie de pouvoir utiliser ces planches, ce bois pour faire quelque chose, est-ce que je peux venir chez vous pour le faire scier ? Tout à fait. Donc on s'approvisionne principalement auprès des élagueurs, et on achète du bois directement aux particuliers. Donc si le particulier a battu son arbre, et qu'il veut quand même l'évacuer... On peut le racheter au particulier aussi, et on scie aussi pour le particulier. On rescie, ça nous est aussi arrivé de rescier des vieilles poutres en chêne. Oui. On a trouvé les lames qui vont bien, on passe à travers les vieux clous. Les vieux, hein. Les récents traités thermiquement, c'est plus difficile. Mais on passe à travers sans faire de vagues. Ce qu'on faisait au début, on avait pas mal de désavoyages et donc on ondulait dès qu'on passait dans un clou. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La lame, elle prend cher. La lame prend cher, oui, j'imagine. Elle est quand même faite pour le bois à la base. Elle est fatiguée après. Je dérive, mais c'est un autre bénéfice de travailler en micro. On travaille avec des équipements qui sont moins onéreux et du coup, nos lames sont moins onéreuses. Et de faire prendre cher à une lame qui coûte 45 €, au final, c'est pas grave. Aller mettre un clou dans un tronc chez Leplan, il va pas aimer. Non. Voilà, lui, son ruban, il lui coûte autrement, il lui coûte un autre prix. C'est ceux qu'on est allé voir. Leplan, on est allé voir leur lame. C'est effectivement une autre machinerie. Voilà, nous, on peut se le permettre.
Ça nous est arrivé. Alors généralement les clous, c'est De Gaulle qui disait les cons ça voyage toujours en escadrille. Ben, les clous aussi. Ils sont rarement tout seuls. Voilà, ils sont rarement tout seuls. Généralement quand il y a un clou, il y a la distance d'un A4 et plus loin il y a un autre clou. Le dernier que j'ai croisé, j'avais 7 clous dedans et des crocs et des trucs. Ouais, là, ça, il m'a donné du fil à retordre. Ouais. Voilà, et donc le client, le particulier peut venir faire valoriser ses planches, repartir avec. Alors ça coûte un taux horaire, on est à 75 € hors TVA de l'heure, mais il peut venir donner un coup de main à charger, décharger. Donc au final, nous, le chrono, il dure moins longtemps. S'il nettoie ses planches direct, voilà. On s'inscrit vraiment dans une taille d'entreprise, une série de services, où l'idée, c'est de pouvoir rendre service autour du bois, de pouvoir proposer du bois sur mesure, dans des sections sur mesure quand on parle de sections de construction, où on peut aussi chercher, à travers le réseau des lagueurs, une essence en particulier, un bois en particulier, un diamètre en particulier. On a de la demande de charpentiers pour pouvoir refaire des liens. Donc les liens, c'est les triangulations courbes. Okay. Donc retrouver du chêne courbe pour pouvoir scier de face et eux retaillent pour pouvoir faire une pièce qui suit les fibres, arrondie et qui colle bien dans les charpentes, quoi. Dans cette optique on se réfléchissait un peu les nuances entre une scierie traditionnelle et une micro-scierie. Nous, on axe aussi notre activité sur tout ce qui est service. La scierie traditionnelle, pour autant qu'on puisse associer une image avec le terme, a des gros investissements, des grosses machines qui doivent brasser du volume pour être fonctionnels. Nous, on a moins d'investissements et donc on met à valeur notre temps, et notre temps, on le met à disposition des besoins du client. En fait, scier du bois pour scier du bois, ça ne nous intéresse pas. On veut scier des bois pour répondre à des projets des clients. Et donc, on va s'adapter aux projets des clients. La valorisation d'arbres chez les particuliers fait tout à fait partie de ce métier-là, avec la petite particularité quand même, c'est que nous on est scieurs et on n'est pas équipé pour tout ce qui est transport. Donc il faut la manutention associée. Une fois que ça arrive à la ferme, là on est équipé, mais actuellement on n'a pas un camion avec un grappin pour aller chercher un tronc dans un fond d'un jardin. On n'a pas un tracteur disponible pour ça non plus. C'est au client de faire cette première démarche-là, ou au travers de son élagueur, de trouver les moyens pour charger le tronc débité en plus petits morceaux dans une remorque, quoi. Pour donner un ordre de grandeur de dimension, nous au-delà d'un mètre 20 de long, on sait scier jusqu'à... Généralement, on fait du 4 mètres, c'est notre format standard. On scie en 4 mètres de long. Et en termes de diamètre, ça commence à être intéressant à partir d'une trentaine de centimètres de diamètre, et on est limité à 88 centimètres en jouant un petit peu. C'est la largeur de lame. L'ouverture de lame, c'est 88. Après, on passe des troncs. Les deux bâtisses sont espacées d'1 mètre 10. On a déjà passé des troncs d'1 mètre 10. Ou plus, parce qu'on a dû les recouper. Là, ça devient rock'n'roll. On n'est pas sur les mêmes moyennes horaires, mais ce sont des pièces qui sont... Encore, pour revenir au micro, on se limite à 4 mètres. Et au début, on s'était dit, la scie, ça serait quand même cool de pouvoir faire des plateaux d'1 mètre, on prend une scie plus grosse, etc. Sauf qu'à un moment donné, les troncs deviennent tellement lourds que les moyens associés pour pouvoir les manipuler, le prix explose. Et du coup, notre rentabilité chute. Puisque il faut amortir nos investissements. Et en fait, 4 mètres, un tronc de 4 mètres d'1 mètre de diamètre en chêne, ça pèse 3 tonnes. Et le bulle qu'on a à la ferme, il lève 2,5 tonnes. La pelleteuse de 16 tonnes, le tronc de 4 mètres de 3 tonnes, en bout de bras, la pelleteuse, elle se soulève. Ok, d'accord. Voilà, et en fait, on a atteint cette limite-là et correspond à notre dimensionnement, correspond à la taille de scie qu'on a choisie. Voilà, on ne sait pas faire des plateaux qui font plus que 88-85 cm de large. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, voilà. Puis après, nous, il faut les manipuler. Voilà. Oui, mais c'est ça aussi, en fait. De la manipulation avant et puis toute la manipulation des plateaux après. C'est ça. Et puis après, le travail de menuisier qui sera la prochaine étape. Un plateau de 80 de large, il faut que ce soit suffisamment épais pour qu'il ne travaille pas trop. Et... raboter un plateau de 80 de large, il faut déjà de la belle machine. Mais c'est ça, il faut déjà une raboteuse de moins 80 et c'est pas le cas partout. Ou avec des artifices, hein, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions. Au pire, un rabot à main, ça marche. Ça a toujours marché, il faut juste des gros bras. Et du temps, et... mais quand on a un plateau de noyer de 80 de large, le temps, on le met, je pense. C'est ça, quand c'est pour du beau bois avec... Voilà, en épicéa, on va pas chercher du 80 cm. Pas d'intérêt. Je voulais peut-être rentrer dans un truc un peu plus technique, mais juste
bon, je ne sais pas si c'est un grand intérêt comme question, hein, mais quelles sont les étapes du sciage, en fait? Je dirais de l'arrivée de la grume jusqu'à la dernière. D'ailleurs, c'est quoi la dernière étape? Ouais, tu peux peut-être même expliquer le trajet complet. Ah, s'il y a moyen de tout avoir, nous, on est intéressés. Oui, l'arbre est sur pied. À un moment, il est plus sur pied. Ça, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, il commence quand l'arbre est livré chez nous. Donc, le camion arrive. Généralement, c'est un camion avec une grue. La grue va faire des piles de bois bien rangées, comme des petits fagots, mais en 4 mètres de long, ce qui va constituer notre parc agrumes. Ce parc agrumes est organisé pour trier nos bois, etc. Pour passer à l'étape de sciage, on va charger les troncs sur un deck de chargement. Donc, c'est comme un deck de terrasse, mais sans plancher, qui est aligné à la hauteur de notre scie. Et donc là, on a de nouveau, question de manutention, on travaille avec un sous-traitant qui va faire une pile de bois parallèle à l'axe de la scie. On lève un volet et on fait rouler un à un les troncs sur la scie qui arrivent à même hauteur. Pour faire ça, quand le tronc est de taille raisonnable, on a un tournevis qui est un gros crochet avec une grosse barre en métal. Voilà. À la main. À la main, du coup. Et là, on s'est encore tourné jusqu'à 50 cm de diamètre en 4 mètres. Les leviers, ça marche bien. Oui, c'est assez magique, en fait. C'est assez magique. Ils sont forts, ces Égyptiens. Voilà. Si le tronc est de forme trop irrégulière, là, on doit s'aider d'un clark et d'un crochet avec une corde de traction. Mais voilà, le principe, c'est faire rouler jusqu'à positionner le tronc sur la scie. Notre scie, c'est une scie à ruban. Le bâti est fixe et la tête est mobile. Donc la grume est positionnée sur un bâti et on a une scie dont le ruban est horizontal. On règle la hauteur de la scie et on fait des coupes qui sont coplanaires avec le sol. Donc on va faire des tranches en descendant progressivement notre scie et en débitant ainsi un tronc en plateau. Première coupe, c'est la DOS, donc c'est vraiment la croûte de l'arbre, si on veut dire, qui n'est pas valorisable parce que pleine d'écorce, pleine d'aubier, il y a des défauts également. Pas valorisable en bois d'œuvre, mais qu'on valorise en bois de chauffage. En bois de chauffage, ouais. C'est pas juste jeté sur un tas en très attente. Peu quoi. de pertes, très peu de déchets. La forêt produit pas de déchets, elle aurait pas raison de s'y mettre. Effectivement. Ensuite, on a la contre-DOS, qui est la première tranche après la DOS, qui, dans le cas de résineux, est ce qu'on appelle le produit la planche canadienne, qu'on voit régulièrement en bardage ou en clôture, etc. Donc c'est la planche un peu de travers, avec un peu d'écorce, avec un peu d'aubier. Celle qui fait un peu rustique, quoi. Voilà, la planche de chalet rustique, c'est ce qu'on appelle une planche canadienne, qui est aussi un produit qui a une utilité et qui est un produit très bon marché au final. Et on va ainsi descendre progressivement dans le tronc. Selon ce qu'on souhaite scier, on peut faire pivoter le tronc de 90 degrés ou 180 degrés, de manière à avoir d'abord... si on fait 90 degrés, on aura 2 champs d'équerre. Et si on continue ainsi, on finira par avoir une espèce de méga poutre de section plus rectangulaire ou carrée qu'on pourra rescier toujours avec le même outil et sortir des produits de sections différentes. Donc c'est vraiment, on fait rouler, on pose, on coupe à l'horizontale, on sort un produit ou on pivote et on continue à débiter des produits comme ça. Ça, c'est pour scier. C'est que la moitié du travail. Et pourtant, c'est une scierie, donc on se dirait que ce serait tout le travail. Oui, et c'est pas si simple que ça, parce que le bois, il bouge et il faut arriver à ce que le tronc soit fixé correctement, qu'il soit aligné correctement aussi. Tout ça se fait manuellement. Et puis à positionner le tronc de manière intelligente, de manière à anticiper les réactions par rapport aux libérations des contraintes internes du bois, parce que parfois on peut être surpris, mais sur un tronc qui a poussé un terrain fortement pentu, sur 4 mètres, il peut se déplacer de 10 cm en bout de sciage. Donc, on n'a pas encore terminé le sciage, que le pied de l'arbre, entre guillemets, s'est déplacé latéralement de 10 cm juste en relâchant les contraintes. Et là, on pleure. Ou alors, on vend beaucoup d'arcs à flèches. J'imagine que... C'est pas les troncs qu'on préfère, évidemment, mais... Enfin, on pleure. Au début, on pleurait. Après, on a un peu appris à le détecter et de mettre aussi le tronc dans le bon sens et de débiter dans le bon sens. C'est-à-dire qu'une volige, si elle cintre dans le plan le plus large, on peut la plaquer. On peut la déformer en la posant. Ça, c'est acceptable. Si elle cintre dans l'autre sens, là, on sait rien à faire qu'un arc à flèche, quoi. C'est bien les arcs à flèches. Non. De 4 mètres de long, c'est pas pratique. Pour aller chasser du très gros sanglier, quoi. C'est très grande flèche. Déjà sur le Mirador.
Mais donc ça c'était le boulot de sciage. En sortant de la scie, les troncs sont humides et pleins de sciure. Enfin, les plateaux ou les planches sont humides et pleins de sciure. Donc il faut les nettoyer. On les nettoie simplement en les passant à l'air comprimé actuellement. Une brosse et de l'air comprimé, c'est ce qui marche bien. Et on doit ensuite veiller à les stocker correctement. Parce que le tronc en format entier ne sèche pas. Le bois ne va commencer à sécher qu'après sciage. Et pour qu'il sèche et que les planches restent bien planes, ben, il faut que les planches soient ventilées, donc espacées avec des petites lattes qu'on appelle des épingles, qu'on va positionner de manière très régulière sur le plomb, et puis on va empiler progressivement les différents produits, et puis en faire des paquets, et réempiler ces différents paquets tout en laissant des espaces de ventilation. Ça paraît tout simple, mais en fait, quand on manipule des grands volumes et des grandes quantités et des troncs qui sont des formes irrégulières, on a pu constater par expérimentation que des alignés de 5 cm, après un an, on a de nouveau des arcs à flèches. Donc, c'est précis, quoi. C'est très précis que le centre de charge doit être impeccable pour que le bois se comporte bien et puisse ne pas gondoler comme une feuille de papier humide qui va sécher sur un bord de table. Ça, c'est une planche, si on la laisse sécher comme ça dans un coin, elle va sécher, mais après, il y aura peu de personnes qui seront capables de l'exploiter. Généralement, les gens souhaitent acheter des plateaux le plus plan possible pour moins les dégauchir derrière. Oui, parce que si c'est pour se finir par retrouver une feuille de cigarette, parce qu'on c'est ça. On a aussi des demandes particulières où des clients cherchent à avoir des feuillets les plus fins possibles, donc on peut scier jusque... Qu'est-ce qu'on a fait ? 3 mm d'épaisseur. Là, ça devient un peu fragile, mais disons 5 mm d'épaisseur. Et le client souhaitait qu'on le laisse sécher de manière libre pour que le bois s'équilibre le plus naturellement possible. Lui, avec comme application derrière un cintrage à la vapeur. Et donc, il souhaitait qu'il y ait le moins de contraintes résiduelles dans le bois. Bah, ok, on va le faire. Et c'est l'intérêt de la micro-série, c'est cette proximité, et donc de pouvoir vraiment ressentir la demande du client et faire ce qu'il demande, finalement. Oui, et puis et puis voir suivre les projets, puis d'un point de vue personnel, avoir la diversité aussi dans le métier. On ne fait pas que de la poutre. C'est sûr que s'il y a de la poutre toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, voilà. Ça doit être un peu moins... Et comme on est petit, on suit aussi on accompagne les projets, on conseille les clients sur le projet, sur la charpente, sur les sections, sur l'essence à choisir. Et on a une part un peu dans chaque projet, et c'est toujours chouette de voir les projets, de voir le bois que nous on a vu en forêt, et de le voir après utilisé. Alors pour l'instant c'est juste pour du résineux, mais voilà. Et ça, je pense, ça parle aussi aux gens. La scierie, elle est ouverte, comme c'est tout petit. Même si vous n'êtes pas à l'intérieur de la scierie, vous voyez la scie, et vous voyez le tronc, et vous voyez ce qui est débité. Et du coup, la dernière fois, on avait des clients qui venaient chercher un bardage et qui disaient regarde, et qui parlaient à leurs enfants, ça vient d'un arbre. Voilà, et qui refaisaient le lien directement depuis l'arbre jusqu'à son produit fini. Donc c'est très épanouissant. Même si c'est moins poussé, moins technique que du boulot d'ingénieur, où quand on le quitte, on se dit est-ce que je vais pas m'ennuyer Au final, non, pas du tout. Pas l'occasion de s'ennuyer. Non, c'est très enrichissant, ça reste très enrichissant. C'est hyper complet, en fait. Alors, nous, on débute dans le métier, donc on n'a absolument pas la prétention d'être... allez, on va le lâcher quand même, des grossiers professionnels. Mais on échange, on découvre toute la complexité du métier de scieur. C'est pas si simple que ça. C'est s'adapter à chaque essence. Hein. À chaque essence, chaque tronc, chaque produit, chaque manière. Enfin, oui, c'est complet. Et puis à côté de ça, on est gérant d'une entreprise. Donc il faut aussi faire tourner toute l'entreprise avec tous les aspects de gestion, de communication, de facturation, d'administratif, de projet, tout ça fait partie du métier c'est aussi. Une grosse partie du boulot aussi. Ouais. Au final, de la stimulation, on en a dans tous les sens. Et ça va très vite. Parfois, c'est difficile de rétrograder d'une vitesse pour reprendre un peu son souffle. C'est vrai qu'on aurait tendance à s'imaginer scieur, c'est tranquille, tu mets la bille, tu laisses scier, puis tu regardes ton bois se faire couper, et puis tu récupères un petit bout. Alors c'était important pour nous de lancer une activité qui soit aussi manuelle pour comprendre, en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très vite et on a parfois tendance à être en déconnexion avec
avec la réalité des choses. Oui, une planche, ça pousse pas sur les échelles d'un magasin, mais c'est valable pour tous les métiers. Un pain, ça sort pas tranché directement dans un rayonnage. Il y a beaucoup de travail pour faire un bon pain. Mais voilà, pour faire une bonne planche, il y a beaucoup de travail aussi. Et c'est très, très, très enrichissant de s'intéresser à ce que les gens font. Mais c'est vrai que ça permet de reconnecter à la valeur de l'objet planche, quoi. De se dire... C'est vrai que maintenant, tu vas dans un bricot, tu as tellement de tas de planches que tu te dis, bon... On peut pas dire ce mot-là. Alors, on évite de le dire ici, mais on le dit quand même de temps en temps. C'est comme Ikea, on n'a pas le droit non plus. Voilà, comme ça, on les a tous dit, c'est bon. On ne dit plus rien. Mais tiens, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous êtes formé avec quelqu'un, ou vous êtes formé quelque part, pour passer de ingénieur industriel à Siri? Quel a été le... Pas du tout. Aucune formation comme ça sur le... Non, sur le tas. Sur le tas. C'est la formation, je pense, le plus prenante. Enfin, c'est tout ce qui est mécanique. Enfin, moi, j'ai toujours une affinité pour tout ce qui est mécanique et matière. Donc, en école d'ingénieur, on allait tout ce qui est cours sur métallographie, etc. Et sur la matière, sur le bois, alors très théorique, avec la fibre neutre, avec tout ce qui est cours de résistance des matériaux. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Voilà, après, il y a la théorie, donc qui dit que le matériau est parfait. Et la pratique avec le bois, c'est que le matériau est tout sauf parfait. Il faut en connaître les singularités ou ce qui s'écarte de la théorie pour savoir si on est un petit peu hors des conditions ou pas, mais... connaître le bois dans sa biologie, savoir comment un bois croît, c'est quoi les types de bois qui sont à l'intérieur d'un tronc, un aubier, un duramen, un bois parfait, le bois de cœur, les rayons médulaires, etc. Tout ça, on s'est quand même pas mal documenté pour connaître la théorie qui était derrière, et puis après de la mettre en pratique. Et c'est là qu'on se rend compte, on arrive au final à expliquer des différences entre deux essences, comme un chêne ou un hêtre. Le hêtre est un bois qui est plus compliqué à sécher, le chêne, il doit être essuyé, il doit passer à l'extérieur pour laver les tanins. Étant donné que la différence, et ça je vais encore un petit peu potasser, mais c'est le passage en duramen, il fait une sorte de cristallisation, entre guillemets, c'est pas le bon mot, hein, c'est pas, désolé pour le puriste, mais au niveau des fibres, c'est quelque chose de plus nerveux. Et donc il y a toute la théorie biologique autour de l'arbre est très très intéressante à approfondir pour approfondir le métier de sciage et anticiper entre guillemets les problèmes. C'est pas juste couper, on fait un tronc. Mais je pense que ce qui nous aide aussi, c'est que les gens, on est des curieux. On a des gens qui aiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait comment. Enfin, j'aime pas faire, j'aime bien savoir pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça. On a un esprit très analytique tous les deux, et donc on va chercher à dire oui, mais si je fais ça, ça va faire ça, et ainsi de suite. Ça nous aide pour comprendre le métier de sciage et aussi pour faire tourner notre boîte, pour organiser la logistique, parce que comme des petits, on a beaucoup de place, si on range pas, en fait, c'est comme quand tu as un petit atelier dans ton garage, si tu ranges pas tes outils régulièrement, tu ne sais plus travailler. Vous voyez si vous voyez votre bac à chute et vous vous dites qu'il est un peu encombrant, dites-vous que notre bac à chute sont des pièces de 4 mètres de long. Oui, c'est ça. Ça prend de la place. C'est pour ça que j'ai mis un tout petit bac à chute, parce que comme ça, je suis obligé de le vider très vite, parce qu'avant, j'en avais un grand, et une fois qu'il est trop rempli, je ne sais plus le bouger, et il restait là. Ça, on a un Clark. Et donc, c'est de la triche. On s'est vite bougé des grands bacs à chute. C'est de la triche. Mais du coup, on se fait vite piéger. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de surface. Sur les 180 mètres carrés, on essaye un petit peu, on optimise. Mais on se fait vite prendre à se dire on va quand même pas jeter ça. On a un coin des bonnes affaires où toutes les planches où c'est la zone grise, quoi. La zone où on se dit ça, on va la garder quand même. Mais ça, je pense qu'on a tous un peu des coins avec des trucs de... Ça servira un jour, ce bout-là. J'en suis sûr. Donc à un moment donné, il faut qu'on tape dedans quand même. On le vend à un prix modeste, toutes les pièces qui sont... mais il n'y a pas deux pièces pareilles. Oui, c'est pour les petites pièces, pour les petits projets où il faut un truc en particulier, là, il y a moyen de trouver pour pas cher, quoi. C'est bien à savoir. Nous, quand on fait un petit aménagement, s'il faut une petite étagère ou une planche comme ça, on va pas prendre une planche du stock. Que la planche, elle fasse 22 d'un côté et 21,5 parce qu'il y a eu un défaut de sciage. Si c'est pour faire une étagère, c'est pas très grave. Pour stocker des rouleaux de scotch,
On s'en Ça fout. va. Ça va. C'est pas pour stocker les bouteilles de whisky à 500 balles. C'est Là, par ça. contre... Disons que pour stocker des belles bouteilles de whisky, c'est dommage de prendre une planche avec plein de roulures dedans qui dégueule de la sève. c'est dommage. C'est un autre style. C'est le style un peu rustique, un peu roots. Bien aussi. Ça fait très cabane. Du coup, on arrive doucement à la fin des questions. Mais la dernière que j'aurai, mais après, s'il y a d'autres trucs que vous pensez dont on n'a pas parlé et qu'il faudrait parler, il n'y a pas de souci, c'est est-ce qu'il y a des futurs projets pour la Syrie? Parce que j'ai l'impression que vous avez plein d'idées, plein d'envies, mais est-ce qu'il y a des projets en particulier On pour la suite a plein d'idées, plus d'idées que de temps pour les réaliser. C'est potentiellement une bonne chose. On a différents projets. Le premier projet, c'est de confirmer que ça tient. Parce que là, on a ouvert il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. À terme, l'objectif, c'est de rendre l'activité pérenne et qu'on puisse idéalement en vivre tous les deux. Ça, c'est une étape importante. C'est déjà une bonne... Et, bon projet. et on a une ambition à court, voire moyen terme, mais le plus court possible, c'est de participer à la création d'un atelier partagé. Oui. D'aider, puisqu'on on a un peu quand même créé le projet pour que les particuliers puissent retrouver le contact avec le bois massif. Mais il faut s'équiper. Et on n'a pas, quand on est salarié, quand on a un boulot sur le côté, on travaille que le week-end, on n'a pas toujours le temps, ça devient onéreux. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place, toujours sur la ferme, un atelier partagé en pouvant y mettre des machines plus onéreuses et pouvant partager des outils voilà, de qualité ou inaccessibles. Voilà, une CNC, un shaper, des presses à cadre, des scies à format, des scies à panneaux, mais voilà, des trucs plus grands, surtout des outils professionnels, pas forcément dangereux, parce qu'on va faire gaffe quand même avec les toupies et ce genre de choses, mais... Les mangeuses de doigts, les fameuses. C'est ça. À l'école, c'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas. Voilà, essayer de pouvoir mettre ça en place, de pouvoir partager ça avec des particuliers, mais aussi avec des gens qui pourraient être en reconversion, qui pourraient venir utiliser l'atelier en semaine, pouvoir accueillir plusieurs projets. La base du projet, c'est la Syrie, mais l'ambition, elle est dans le soutien de la filière. Soutenir la filière en aval, soutenir l'artisanat qui est derrière, de pouvoir alimenter cet artisanat pour qu'il y en ait un essor et qu'on puisse continuer à utiliser une ressource qui est renouvelable et qui est en abondance autour de nous. Il y a ce projet-là. On avait d'autres projets de faire des dômes en bois, des dômes géodésiques en bois. Ça reste dans un coin de la tête. En fait, le fait d'avoir la Syrie nous permet d'avoir la première étape de transformation et qu'en cas de situation économique défavorable, enfin Covid ou inflation, ce genre de choses. Guerre en Ukraine. Voilà, au hasard. Ce genre de... si ça arrive un jour, si on ça sait arrive pas, un jour. On puisse toujours se retourner. On connaît de la transformation, on aura appris de la transformation, on sera toujours capable d'aller créer de la valeur ajoutée supplémentaire en aval de la filière. On a des projets plus personnels aussi, c'est avec la Syrie de pouvoir acquérir des parcelles forestières. Tout tourne autour du bois et la Syrie est un peu le maillon central. C'est vrai que oui, effectivement. Pour pouvoir développer d'autres projets, mais toujours dans cette optique de soutenir la filière. On est soutenu par la filière bois, l'organisme filière bois. Oui. Pas la prétention d'être soutenu par l'entièreté de la filière bois. Mais... Dites-le dans les commentaires si vous faites partie de la filière bois, est-ce que vous les soutenez par la filière bois pour multiplier notre modèle économique. Donc on crée, là on développe une micro-scierie. L'idée c'est d'après de pouvoir partager ce modèle économique et de pouvoir voir fleurir dans des villages, partout, d'autres micro-scieries, qu'on puisse retrouver comme avant des scieries de village, où nous on apporte justement dans la scierie, dans la micro-scierie, le côté ingénieur industriel. On a été rechercher tout ce qui marche dans l'industrie, ils font pas d'argent comme ça. Il y a quand même des bonnes idées. Il y a quand même des bonnes idées. Ça a mal été utilisé, mais il y a quand même des bonnes idées. L'idée de base n'était pas trop mauvaise. Et donc de réutiliser tous ces outils-là, de les intégrer dans une micro-scierie, d'utiliser ce que la digitalisation, ce que le monde digital aujourd'hui nous offre, pour qu'on passe plus de temps à scier, moins de temps à faire des factures, ou autant de temps à scier et plus de temps chez nous et plus de temps personnel. L'ambition du projet reste d'être chacun en 4/5e et d'être pouvoir être rémunéré correctement, d'être en 4/5e, de vivre dignement
de notre métier, que la scierie dégage suffisamment que pour en plus on puisse avoir un matelas de sécurité. Mais on n'a pas l'ambition de grandir, de créer une méga scierie, de méga constellation. On quitte le projet micro-scierie, quoi, du coup. Enfin, ça serait, voilà. Ça serait sortir on quitte le projet. On n'a pas non plus l'ambition de franchiser. Donc si on duplique, on soutient. Est-ce qu'on prend des parts ou non, on sait pas encore. Mais l'idée, c'est que ça se multiplie, que le projet se multiplie, tout en restant à petite échelle, tout en s'assurant quand même que les projets ne se marchent pas sur les pieds, qu'on se partage pas, enfin qu'on on fasse pas concurrence sur la clientèle. C'est un peu tuer le projet dans l'œuf. Mais voilà, l'ambition est vraiment de soutenir, d'en vivre, et puis à long terme, c'est de pas forcément avoir à prendre une pension, quoi. De s'éloigner de ce concept de je bosse toute ma vie et je me repose après, mais de faire les deux en même temps, quoi. C'est vraiment une démarche de résilience, en fait. Il y a une image qu'on a déjà utilisée qui nous parle beaucoup, c'est l'image de la forêt. En fait, la forêt, elle est variée, chacun a son rôle, etc. La forêt, elle va pousser, elle va grandir jusqu'à une certaine taille. Sa taille de résilience. Les arbres, en Belgique, ils vont pas faire 90 mètres de haut, parce qu'ils vont pas tenir. Donc, pousser pour être trop gros, ça marche pas forcément. Il faut trouver le juste équilibre, être suffisamment grand pour que ça fonctionne. Et après, on se réplique. Et on s'adapte, et puis on fait avec les voisins. Oui, tout à fait. On vit en symbiose. Enfin, il y a un truc de vivre ensemble et pas se marcher l'un sur l'autre. Voilà, on s'inspire de la forêt on s'inspire du biomimétisme, je sais pas quel mot qu'on pourrait mettre dessus, mais on n'est pas très analytique là-dessus. on se laisse parfois porter par nos convictions. Parfois, il faut se laisser porter un petit peu. Et puis, à force de suranalyser, parfois, on va peut-être un peu loin, mais parce que parfois, je trouve qu'il y a parfois des démarches qui sont très bien au début, puis ils veulent grossir tellement qu'en fait, ils vont au contre-pied complet de la démarche de base. Oui, et on oublie aussi que ce qu'on appelle le scale-up, le fait de grossir dans une entreprise, ça amène des problèmes aussi. Nous, on a une taille, on a une implantation de scierie. Si on devait être plus gros, on ressemblerait à une scierie. On doit changer toute notre implantation, qui est faite pour passer plus de mètres cubes et qui est étudiée pour passer plus de mètres cubes. Notre implantation ne marcherait pas pour faire pas un plus gros volume. C'est ce que tu disais, ça demande des outillages supplémentaires, des machines et supplémentaires. Une autre disposition des machines pour avoir un flux de matière qui est plus ergonomique. À titre de comparaison, notre volume annuel se rapproche plus du volume mensuel d'une scierie industrielle. Donc on est... Ou journalier, si on se compare à Fruitier. Quoi. On passe 250 mètres cubes par an. Ok. Que Fruitier doit faire par jour. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Après, il y a une structure différente à rembourser. Enfin, l'investissement et avec tous les problèmes et tous les risques qui sont autour, ils ont du personnel qui peut tomber malade, ils ont des machines qui peuvent tomber en panne. Plus on a de machines, plus on a de panne. Plus on a d'espace, plus on a de loyer. Plus on a de charges. Oui, c'est ça, et en fait, une entreprise n'est jamais qu'un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Vous pouvez avoir une entreprise énorme et ne rien dégager du tout. Oui. Ou inversement, avoir une petite. Et avoir une petite qui dégage. Et donc, nous, l'enjeu, c'est avoir, au final, en très grand fainéant d'ingénieurs que nous sommes, c'est de faire le minimum possible pour en vivre. Voilà. C'est une forme de sobriété. D'humilité, je dirais. Ouais. C'est mieux que fainéant, je pense. Moi, je ne me cache pas du fait d'être fainéant. J'en suis plus efficace. Mais je pense que la fainéantise amène à l'efficacité en général. Parce que quand on essaye de faire les choses avec le moins d'efforts possible... Et du coup, le fait d'être petit aussi, alors là, on a parlé des aspects négatifs des toutes grandes scieries. L'avantage que nous n'avons pas, en étant tout petit, si quelqu'un vient chez nous et nous dit « j'ai besoin de 600 mètres carrés de plancher pour la semaine prochaine », non. En fait, c'est pas possible. Dans ce cas-là, on n'est pas apte à répondre à cette demande-là. Et donc, il faut aussi... Il y a le côté humoristique. L'image que j'apprécie, c'est « vite, bien, pas cher, choisissons 2 sur 3 ». Alors, si c'est vite et que c'est bien... Généralement, c'est que c'est cher. C'est que c'est très cher. Le pas bien, on va pas le faire parce que ça vaut pas la peine et on sait pas aller plus vite que le temps. On est deux et les grumes, on les passe à la main. Alors ça se voit pas dans un podcast,
Et moi, je suis pas tout à fait du type hyper baraqué. Ah, pourtant, si, mais refaites-vous votre image mentale, franchement, allez. Vous verrez peut-être les photos sur Facebook, je sais pas si... Donc voilà, il y a une question d'être raisonnable aussi et savoir dire non. C'est pas simple quand on se lance. On dit, ok, ça c'est trop gros pour nous. Donc on a refusé de remettre prix pour certaines demandes parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir donner satisfaction à notre client. Et ça sert à rien de s'engager dans un truc sachant que le client sera déçu. Nous, si on le fait, c'est pour que ça marche, quoi. Ça. On n'a pas... Parce que sinon, ça n'a d'avantage pour personne. Parce que vous mettez une pression énorme pour un truc qui, de toute façon, n'est pas faisable, et le client ne sera pas content parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Et c'est une question de prise de risque, et au final, de nouveau, c'est de la résilience. Si on a un client unique et que notre client nous lâche, ou qu'on le rend insatisfait et qu'il ne veut pas nous payer, ben on met la clé sous la porte. Il vaut mieux un grand nombre de petits clients que quelques gros pour être sûr de durer dans le temps. Ouais. Ouais. Mais après, du coup, le but de la micro-série n'est pas de remplacer... Non, du tout. On s'inscrit, on est complémentaires, on vient boucher... Aujourd'hui, la filière bois en Belgique, c'est mon avis, mais on ne transforme pas assez le bois. On n'exploite pas assez le bois. La Belgique est un pays exportatrice de bois. Le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est qu'on produit 600 000 m3 de bois feuillu par an et on en consomme 60 000. Donc on consomme 10% de ce qu'on produit. Le bois est un peu impérissable. Une fois qu'il arrive à maturité, qu'il faut le récolter, il faut le récolter. Ouais. Donc on ne peut pas juste le laisser comme ça. Les propriétaires forestiers en deviendraient fous. Ouais. Donc on doit l'exporter, on doit le vendre. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un potentiel. On peut faire grossir notre filière bois de x10. Bon, là on arrivera à la limite, mais x5, c'est tout à fait raisonnable. Et donc mais pour faire grossir cette filière bois, il faut créer de la demande. Donc il faut des gens qui achètent le bois. Ouais. Et donc il faut pouvoir trouver du bois sous toutes ses formes, sous toutes ses tailles, et pour toutes ses applications. Aujourd'hui, ce qui marche, ce qui est resté dans l'état de la filière bois en Belgique, c'est des scieries qui ont dû faire face à un marché mondialisé, qui est un vieux métier, donc c'est couper du bois, ça, en fait, c'est depuis très longtemps. Hein. Oui, quand même. On ne dira pas de date précise, mais non, on va pas s'engager. C'est à peu près cette date-là, il me semble. À 2-3 ans près, quoi. Et comme c'est un vieux métier, et comme tous les métiers, on a tendance à rester sur ses acquis et sans forcément se remettre en question, essayer de se renouveler. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et on a un petit peu laissé ça. Et les entreprises, les scieries aujourd'hui, ont été obligées de se réinventer, de refaire du mobilier, de refaire ce genre de choses, de pouvoir proposer des produits quasi finis pour pouvoir créer de la marge, de la valeur ajoutée. Aussi un petit peu faute de menuisiers. On connaît quand même pas mal de menuisiers, mais tous sont débordés. Oui. Donc il y a encore de la place pour le travail du bois. Il faut aussi venir remettre la place aussi pour le portefeuille du client qui doit pouvoir se permettre un artisan, de se payer un artisan. Mais il y a un moment donné, il faut démêler le nœud et il faut pouvoir proposer quelque chose. Donc nous, on est venu s'intégrer au niveau de la transformation parce que c'est quand même un procédé industriel et c'est quand même ça qu'on maîtrise, qu'on n'est pas menuisier de formation. En essayant de dire, tiens, on va les stimuler, on va aller dire aux gens, si vous pouvez vous acheter du bois, ça devient plus facile maintenant. Quoi. Oui. Trouver un plateau d'érable, chez nous, il y en a. Voilà. Vous voulez une autre essence, vous allez aussi la trouver chez nous pour des petits projets, des trucs comme ça. Et puis le fait de le dupliquer de village en village, le bois va devenir plus accessible, devenir artisan du bois va pouvoir devenir plus accessible. En tout cas, on va déjà limiter la contrainte à la fourniture. Ouais. Et puis petit à petit, on espère en tout cas voir fleurir plus de commerçants autour du bois, plus d'applications dans le bois, et stimuler et tirer la filière bois. Pour nous, il vaut mieux avoir 10 petites unités qu'une grosse unité qui vaut les 10. Et la consommation du bois est aussi une démarche à réfléchir. Changer de table à manger tous les 5 ans, c'est non. Alors on a pris l'habitude parce que quand on va chez un tous les 5 ans, c'est pour ceux qui gardent longtemps leur table. Voilà, mais quand on va dans un grand fourniture de meubles en carton et de la colle... je vois pas. Franchement, je vois pas. Je vois pas d'origine nordique et de couleur bleu et jaune. Oh. Oui, c'est pas cher. On en a pour notre argent. Vite bien pas cher. Vite bien pas cher, de nouveau. Alors, j'ai des meubles aussi en carton chez moi, parce qu'en première accessibilité, c'est difficile d'investir en fait dans un mobilier. Avant, on fonctionnait différemment et ça a toujours bien fonctionné.
les styles, les goûts, les modes évoluent, à chacun de réfléchir à ce qu'il souhaite, mais une table de ferme en chêne, hein, ça se revend encore aujourd'hui en brocante, des tables qui ont 50 ans. Ouais, Et elles ont vu passer 3 générations, quoi. Elles n'ont pas bougé, hein. Il faut savoir la porter, il faut pouvoir la caser. Et les déménagements sont un peu plus compliqués. oui, mais Quoique l'avantage, c'est que même si tu la démontes, tu peux la remonter. Le meuble de l'autre, là, une fois qu'il est démonté, c'est plus compliqué. Hein. Et voilà, il survit pas au transport. Non. Et c'est une autre Avec la table de ferme, c'est toi qui ne survis pas au transport. La table, elle est toujours là. Toi, par contre, c'est pas sûr. C'est une autre approche de la consommation, de nouveau. C'est pas simple, c'est extrêmement compliqué de changer, surtout changer les habitudes. Mais nous, on souhaite... On n'a pas une vision d'être révolutionnaire parce qu'on est micro, mais on souhaite donner une impulsion et montrer que certaines personnes y croient ou essayent de faire autrement. Et ce sera probablement imparfait et ce sera perfectible et il y aura peut-être plein de défauts dans ce qu'on entreprend ou peut-être que dans 5 ans, on dit « ouais, ça, on aurait quand même dû faire autrement ». Oui, en fait, on progresse et on avance et on va un peu... choter dans la fourmilière et stimuler un changement. On dit, mais voilà, si on veut que les choses bougent, il faut pas attendre les autres. Quoi. C'est ça. Sinon, on peut attendre longtemps. Il y a un moment, il va falloir qu'on s'y mette un peu tous, quoi. Et de manière, de nouveau, une goutte d'eau dans l'océan, nous, on essaye à notre manière, quoi. Et au final, ça nous parle. C'est par ce genre de choses que ça commence. Hein, parce que si on doit attendre que ce soit des instances plus hautes qui décident d'imposer des choses, on peut attendre longtemps. Donc, tout à fait. Là, on n'ira pas plus loin dans ce débat parce qu'on n'est pas une émission politique. Mais... Ceci étant, il y a quand même des programmes... on a pu bénéficier d'un subside, donc on est quand même soutenu par des instances. Alors, elles peuvent pas aller chercher les gens et leur dire « toi, tu feras une micro-série ». Le rôle du politique est de guider et d'encadrer le citoyen, mais pas de faire à sa place. C'est ça. C'est proposer des solutions et de... Voilà, notre société aujourd'hui veut tout de suite et veut qu'on l'aide et qu'on lui tienne la main. Mais le politique est pas là pour lui tenir la main. On est assez d'accord. On va essayer de pas faire trop d'ennemis dès l'épisode numéro 1. Il est possible que vous ne partagiez pas notre avis, mais... Tu pensais que c'est ça. De toute façon, les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, ça reste des commentaires quand même, ça vaut le coup. Tu pensais que c'était un podcast sur la menuiserie. Et en fait, c'est politique non. Depuis le début. Langue de bois. C'est vrai qu'on... Gueule de bois ou langue de bois. Je peux encore changer les logos, hein, c'est faisable. Et je refais les intros, c'est rien, ça. Bon. Moi, j'ai fini pour mes questions interview. On va du coup pouvoir passer à la partie quiz. Ça me stresse à chaque fois énormément la partie quiz parce que c'est moi qui les prépare et je me dis toujours est-ce que le concept est finalement... surtout que quand je l'écris, je me dis trop cool, ça va être bien. Puis au fur et à mesure, je me dis c'est peut-être pas si bien que ça. Je vais vous expliquer la genèse de ce quiz. C'est juste que, moi j'aime beaucoup les jeux de mots, mais je me suis dit micro-série, ça m'a fait penser à micro-trottoir. Je cherchais pas pourquoi, mais juste le micro, d'accord ? Et donc j'ai enregistré, du coup 4, on va voir ce que vous trouvez, 4 micro-trottoirs réalisés comme si on avait interviewé des machines de la Syrie. Et il va falloir deviner quelle machine dit la phrase. Donc on a un micro-texte, du coup, on va rester sur micro, un micro-texte qui est fait en micro-trottoir. Elles vont se présenter sans dire leur nom. Elles se présentent, oui, elles se présentent, est-ce que c'est vraiment, c'est pas vraiment des présentations, vous verrez. Mais il va falloir essayer de deviner quelle machine ou quel outil prononce ces mots, en espérant que ce soit des outils que vous utilisez, mais je pense que de ce que j'ai entendu, ça se fait. Mais on peut commencer par le premier, qui sera peut-être le plus simple. Oh bah moi mon truc c'est de me faire de la bille sans cesse. Bon après j'ai du mordant, hein, c'est pas le problème. Mais bon, j'ai parfois un peu l'impression de tourner en rond. C'est la Skyrim, ça. C'est soit de la Skyrim, soit de l'écorceuse, mais on n'en a pas une comme ça, quoi. Il y a le tourner en rond qui... ouais, l'écorceuse, ouais. Non mais ta première idée était plus la scie. Si on avait l'idée de tourner en rond, la scie à ruban qui tourne en rond, avoir du mordant, parce qu'une scie. Voilà, et elle se fait de la bille, parce que le tronc, c'est une bille, au lieu de se faire de la bile. Voilà. C'est là que... il y a des regrets de ma part. Mais c'est pas grave. On passe au suivant. Mais ça, je sais pas si vous l'utilisez, mais en tout cas, ça s'utilise à un moment dans la chaîne, normalement. Je vais arrêter de donner des indices, parce qu'après, ça va perturber encore plus. Hein.
Oh bah moi je me déchaîne quoi. Enfin, mieux vaut pas que ça arrive d'ailleurs. Sinon, je fais un malheur. Mon chanteur préféré, c'est Jacques Dutronc évidemment. Bah, la Transo. Exact. Il dit je me déchaîne, mais il vaut mieux pas que ça arrive parce qu'effectivement, il vaut mieux pas que ça déchaîne trop. Alors, il n'y en a plus que 2. Après mon supplice, c'est fini. Parce que c'est plus dur pour moi que pour vous. Oh bah ouais, moi de la petite, j'en soulève quasiment tous les jours. Hein. Un petit parfum à l'agrumes, quelle que soit l'essence, j'en pense pour elle de toute façon. Ouais. Moi, ouais. Moi, je parlerais d'un engin de levage. Un chariot, n'importe où. C'est un engin de levage, ou une pince. Voilà. En tout cas, ça soulève de l'agrume. Ça, c'est le Jacques. Voilà. Ça, on connaît aussi. Et alors, le dernier, qui est celui qu'on a entendu tout à l'heure. Oh bah je voyage un peu, oui, entre bois et parc. Moi je mange du bitume comme on dit. Bah disons que sans leurs jambes, il faut bien que quelqu'un les déplace quoi. La même. Le Manitou, quoi, le Clark. Ah, on est sur quelque chose qui fait plus de distance. Bon, du coup, en micro-série, du coup, il en fait. Il y a peut-être pas forcément beaucoup de distance, mais. Alors, le camion, quoi. Ouais. Le grumier. Le grumier, exactement. Pour utiliser les termes parfaits. Je l'imaginais avec cette voix-là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un petit peu. On est pas loin. On est pas loin. Ça va. On voudrait pas se fâcher avec les grumiers qui nous écoutent. Promis, on vous imagine pas tous comme ça. Bon, voilà, pour ce premier quiz audio. C'est pas trop mal passé, ça va. On a réussi. Vous avez réussi. Bon, malheureusement, il n'y a rien à gagner. J'ai pas 1000 € à vous faire gagner à la fin, ni de Jeep Renegade. Je pense que c'est ça qui faut La gagner. Jeep Renegade, c'est ce qui manquait. Elle est garée devant, vous l'avez pas vu? Ça se discute. Alors, la suite, elle se passe sans le casque, forcément. Donc, si ça perturbe trop, on peut le retirer. Alors, Confortable sans casque. oui. On l'a déjà toute la journée sur les oreilles. C'est vrai que pas les mêmes. C'est vrai que vous avez des casques. Mais t'as quand même la radio dans ton casque ou ouais, quand même. On a C'est l'intercom. des, Ah oui. On n'a pas c'est encore des la Toki, radio. ouais. À la radio, Ouais. les casques anti-bruit, Actif. actifs, intercom Ah, ils sont actifs. et ouais. Bluetooth. Ah oui, Parce que oui, pour c'est 3M, on fait des comme ça. Ouais, moi j'ai juste un 3M qui fait radio. Il fait juste radio, pas Bluetooth. Bah, C'est les déjà cool. trucs, ils font 1000 balles là. Oui, c'est ça. Hein. T'as Comme intérêt il à faut pas... être deux pour causer. Sinon, tu te parles à toi-même. Du coup, t'as pas besoin d'intercom finalement. Tu peux te parler à toi-même avec le casque. Là, on a les anti-bruits avec intercom. C'est déjà Ouais, pas mal. mais c'est vrai que quand tu travailles deux avec une scie, c'est quand même intéressant de pouvoir communiquer Ouais, un peu parce sur. qu'il y a du bruit tout le temps. Et en fait, c'est pas un bruit qui est démesuré, contrairement. Enfin, j'ai jamais été dans une grande scierie, mais contrairement à l'image qu'on a de la scierie, qui est un environnement imaginaire très très bruyant. Pour en avoir visité, ouais. Et pour avoir tourné dedans et prendre du son, oui. Ça fait beaucoup de bruit. Mais en fait, ce qui fait du bruit, c'est plus le rabotage. Le sillage est c'est un bruit beaucoup plus fin. Ouais. Mais c'est en continu, quoi. Que le rabotage. C'est en continu, mais alors un ruban bien affûté normalement fait moins de bruit. Par contre, une écorceuse, ça fait un boucan pété. Notre tronçonneuse fait plus de bruit que la scie. Ouais. Une raboteuse fait un boucan pas possible aussi. Mais tout cumulé sur la scie, l'aspiration, parce qu'on a un Ouais, et aspirateur. en général, l'aspiration fait pas mal de bruit aussi. Hein, Nous, on nettoie à l'air comprimé, donc il y a un compresseur qui tourne aussi. Sur une semaine, ça fatigue En un fait, peu. c'est ça. C'est surtout parce qu'à la limite, passer une journée, ça devrait aller. Mais j'avoue qu'une semaine complète. Gilles, il met parfois un casque avec réduction de bruit actif. Pas citer la marque Bose. Ils sont très bien. Ça permet S'ils d'écouter peuvent nous sponsoriser un jour Voilà. pour qu'on ait des vrais casques. Et ça permet d'écouter des podcasts en travaillant. Ah, et ça, c'est bien, ça. Et moi, je glisse des écouteurs, alors pas de la même marque, mais aussi avec une réduction de bruit à l'intérieur du casque anti-bruit. Et là, j'entends plus rien. Là, je suis vraiment dans une Dans ta bulle. bulle. Et du coup, mais je sais prendre un appel, je sais prendre... Et donc, on n'a pas encore eu de retour de nos clients qui ont décroché un appel chez Joff en train de scier avec sa musique et l'aspiration, etc. Je sais tenir une conversation, mais je sais pas si c'est hyper... On sait pas. Ils parlent, mais les autres n'entendent pas. Si c'est pas confortable, dites-le nous. Si c'est nickel, Faut pas tant mieux. hésiter à le dire. Il le prendra pas trop mal. Mais voilà, si vous passez un appel chez nous et qu'il y a un peu de bruit, c'est normal, vous êtes au bon endroit. Si c'est silencieux, là, par contre, inquiétez-vous, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Ou alors c'est l'heure de la pause. Oui, ou que c'est l'un de nous deux qui décroche et qui est pas à la Qui est suite à ce moment-là, quoi. Ah, ça va.
Ou alors c'est le bruit de la cafetière, ça fait juste... Elle est à côté du compresseur, c'est mort. On peut pas l'entendre aussi. On va passer du coup au second quiz qui lui s'inspire du coup un peu de Burger Quiz. Et donc je vais vous donner des affirmations et en gros le nom c'est que la réponse est une série. Donc je vais vous donner des affirmations et vous allez devoir me dire donc tout simplement la réponse est une série mais il va falloir me préciser quelle série. Je vais vous donner un exemple. À une frontière avec le Liban, la Syrie. Le pays. Oula, Oh. Alors ça va jouer un petit peu sur les mots, il n'y en a pas beaucoup. On peut faire une pause café. Ça va aller vite, normalement, je pense. Celui qui a la réponse l'a dit, on va faire comme ça, il n'y a pas de... Sur toi. Vu qu'il n'y a rien à gagner. En jeu de mots, je suis nul. Normalement, on essaierait de faire jouer Quentin, mais vu qu'il n'a pas de micro... J'aurais répondu Siri, quoi. Mais bon. De toute façon, la réponse est une série. Et n'hésitez pas à jouer chez vous en écoutant le podcast, on laissera un petit peu d'espace pour que vous puissiez le faire. Alors, on va commencer avec la première. Donc je répète que donc, la réponse est une série, ne peut pas travailler en local. Je pense que Quentin a la réponse. Mardi. Bah, c'est Siri l'application, quoi, en fait. Exactement. Parce qu'elle est obligée d'être connectée au réseau pour pouvoir avoir ses réponses, et donc elle ne peut pas travailler en local. On va se concentrer. Mais une fois que vous aurez vous aurez compris la mécanique, ça va aller tout seul. Alors que la Siri, il faut parfois longtemps. Il les aura tout à l'heure. Si jamais tu peux me téléphoner, j'enregistrerai la réponse, n'hésite pas. Alors, donc je rappelle que la réponse est toujours une série. Ça, on aurait bien voulu les questions avant. Ah ouais. Mais non. Ouais, alors. Bon. Fait de cylindres des parallélépipèdes rectangles. Ce qui n'est pas complètement vrai. En plus. Et en plus, j'ai des ingénieurs face à moi, et donc du coup... C'est fait de cylindres. Fait de cylindres des parallélépipèdes rectangles. On va de cylindres à des parallélépipèdes rectangles. Okay. Si. Une scie. C'est la Syrie qui coupe le bois. Qui coupe le bois, oui. Après, c'est pas vraiment des parallélépipèdes rectangles. Et en fait, il pas n'y en avait pas. celui-là. Mais il n'y a pas vraiment de piège, hein, c'est juste que... Alors, attention. Donc, je rappelle que la réponse est une série. On y cultive l'agrume. Oui, allez-y. Allez-y. Attention qu'on y cultive l'agrume. T'étais bon, hein, t'étais bien parti. La Syrie, le pays. Le pays, exactement, oui. Parce que dans une série, on coupe l'agrume, alors qu'en Syrie, on cultive l'agrume. C'est une de leurs cultures principales. Ça peut... On apprend même des trucs. Oui, c'est fou, hein. On apprend des trucs. J'avais le chiffre de l'année passée de la quantité d'agrumes qu'ils avaient cultivé, mais je l'ai pas noté, donc je n'irai pas le rechercher. Vous irez le rechercher vous-même. Alors, je rappelle que la réponse est donc une série fonctionne mieux avec la voix. Et là, il y a un petit micro-piège potentiellement, mais... Épelle le mot voix. Ah bah non, c'est le but, c'est que ce soit audio. Fonctionne mieux avec la voix. Il est possible que le type de série revienne. Hein. J'ai pas une série différente pour chaque. Moi, je pense aux voix d'une scie d'un ruban. Très bien. Ouais. Donc du coup, la série à bois fonctionne mieux avec la voix, effectivement, parce que sans voix dans la lame, ça marche pas. Voilà, Et avec Siri aussi. Et avec Siri l'application, ça marche mieux avec la voix, même si. Y a... Comme ça, Oui, mais justement, l'audio, c'est un podcast, c'est pas un truc écrit. Donc effectivement, ça peut être les deux. Alors attention, je rappelle que la réponse est une série. Je le rappelle quand même, hein, toujours. Hein. Si tu ne fais pas attention, tu peux en revenir sans tes mains. Ah, alors, il y a la Syrie, il y a le pays. Alors voilà, cette question pouvait poser débat. Les deux. Les deux. Ça peut être... Alors au départ, j'avais hésité à faire Syrie ou les deux. Ah ouais, mais comme j'avais le Syrie en plus, ça aurait pu faire Syrie ou les trois ou les deux. Ça devenait compliqué. Donc je trouvais la réponse à une série. Donc effectivement, bon, la Syrie où on coupe le bois, si on fait vraiment pas gaffe, potentiellement moyen de perdre des morceaux. Mais Faut vraiment pas faire gaffe. Voilà. Parce que... Ça ne vous est jamais... Ouais, tiens d'ailleurs, pas de blessure... Si. Avec la scie, non.
Avec la cire. En général, Avec- c'est avec les trucs les moins dangereux qu'on se fait mal. Non, avec hein les rubans, rien de bien sérieux. Tout mais une quand- Quand tu dois les replier ou Voilà. les déplier. Quand on manipule les rubans, il faut faire un peu attention parce que parfois on veut aller vite et on oublie qu'un ruban c'est un ressort et qu'un ressort, ben, ça a tendance à bondir. Et donc on a quelques éraflures. Là où les dangers, c'est sur la manutention. Et, C'est le plus gros, Ouais. c'est le Et- plus risqué. Ouais, Un tronc qui déplaçant. roule, la chaussure de sécurité, elle l'arrête pas, quoi. Ouais. Le tronc de 3 tonnes, il fait une crêpe avec le genou. donc Ouais. ça, on va éviter. C'est pas plus mal. Ça ne nous est pas encore arrivé. Mais On ça compte ne bien arrivera pas. on compte bien continuer comme Heureusement que ça. vous touchez un peu de bois de temps en temps pour que. Alors, le truc qui nous arrive souvent et qui est absolument pas grave, mais extrêmement chiant, c'est d'avoir de la sciure dans les yeux. Ah oui. Parce qu'on a des volets pour une bonne ventilation et donc un bon séchage du bois. Ce qui fait que par météo capricieuse Comme et maintenant. comme Comme maintenant, une belle météo de fin juillet. Ce bel été. eh ben, quand ça souffle fort, et quand ça souffle fort et qu'on est entre la direction du vent et le tas de bois assis sur un claque, Ça fait pique. pas. C'est vrai que c'est pas dangereux, mais c'est embêtant. Non, voilà, ça reste très soft, hein, mais c'est chiant. Et donc pas encore bout de doigt. De doigts, non. Bah, après, il y a un coup de tronçonneuse. Une erreur d'utilisation, un démarrage en l'air, la tronçonneuse qui cale, qui se démarre pas, heureusement, mais dont la chaîne vient se taper dans mon genou. Même Voilà. pas démarrer, ça fait pas du bien quand même. Donc voilà, une dent enfoncée dans le genou, mais En fait, c'est tout. on a vite compris que, comme beaucoup de gens le savent, pour bien travailler et pas se blesser, il faut travailler avec des outils affûtés. Sinon, on Exact. force et on se blesse. Mais quand on travaille avec des outils affûtés, il faut pas se précipiter, parce que sinon on force et on se blesse. Exactement. Mais il faut toujours être concentré sur ce qu'on fait, en fait, c'est ça le Voilà. secret. Mais sinon, Donc si on écoute des podcasts, voilà, pendant qu'on d'où l'outil de prévention, la machine à café. La machine à café est bien communiquée quand on fait des opérations dangereuses. Les manutations de charge sont dangereuses, toujours. Et donc, être clair de savoir, être au courant de son environnement, de ce qu'il y a autour de nous, que ce soit des gens ou des choses. Alors, pour un bulle, une voiture ou quelqu'un, c'est pareil. On le sent pas, à mon avis. Faut pas reculer dedans, c'est tout. Je me suis déjà bien fait peur avec le bulle à manipuler des troncs, à tirer pour aller. On a un bulle, on a une élingue et une pince. Et on va chercher un tronc pour aller le sortir de la pile. C'était celui-là qu'il fallait. Et il coince un peu, on tire, et la lingue vers l'horizontale. Et puis il revient, quoi. Et d'un coup, il avance, quoi. Mais on est dans la cabine et on voit le tronc qui... Ça surprend un peu. Bah aussi, mais voilà. Heureusement, il n'a pas été plus loin. Mais voilà, il y a toujours travaillé en bout de flèche quand on fait ce genre de choses pour que le battement puisse pas, le tronc puisse pas arriver sur nous. Mais oui. Ouais, être vigilant, communiquer, anticiper. Et de nouveau, on est micro, donc c'est plus facile. On n'a pas 15 personnes qui tournent autour de nous, il n'y a pas 6 machines en fonctionnement en parallèle. On sait, voilà, on connaît les tâches dangereuses, on en parle après aussi, parce que parfois quand on se fait peur, ça fait du bien de souffler et lui dire, ok, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois pour éviter de se refaire peur. Voilà, avec précaution, vigilance, surtout pas de précipitation. Et de la fatigue. Hein. Quand on est fatigué, on s'arrête. Ça, c'est Voilà, s'il faut arrêter la journée 1 heure plus tôt, on arrête la journée 1 heure plus tôt parce que... ça sert à rien de tirer si c'est pour aller... le si pire... pour être blessé pendant 3 mois après... Le pire des trucs, et ça vaut pour tout le monde, moi c'est quelque chose que j'ai appris dans mon chantier personnel de rénovation, c'est quand je me dis je vais vite faire ça, c'est que je dois m'arrêter. Ouais, dans l'atelier j'ai appris pareil, ça fait longtemps que j'ai plus bossé dans l'atelier, mais effectivement les trucs de dire il me reste 30 minutes, je vais vite faire ce truc là. Et c'est là que tu te fous un truc dans le doigt, ou que finalement c'est pas droit avec machin, et tu peux tout recommencer le lendemain de toute façon. Oui, en général c'est la mauvaise idée. Vraiment, cette phrase-là, ça doit être un signal d'alerte de se dire non, c'est bon, je ne fais pas. Ce sera pour demain. Ou pour la semaine prochaine. Si j'ai pas le temps de bien le faire maintenant, j'aurai pas le temps de le refaire mieux après.
Donc du coup, ça nous a permis de parler de ces trucs-là, parce que de fait, donc si on fait bien attention dans une série, dans la série où on coupe le bois, on est censé garder ses mains. En allant en Syrie, normalement, si on fait bien attention, je crois qu'on est censé revenir avec ses mains aussi. Faut pas voler, quoi. C'est ça. on va arrêter sur la pente, sur cette pente-là. On va passer au suivant. Il reste juste trois affirmations, dont la réponse est toujours une Syrie a besoin de haut débit. Siri, l'application. Exactement. Alors, j'ai compris. Elle a besoin de haut débit pour fonctionner. Après, il y avait l'idée de débit, une Syrie. Internet. Couper, oui, de haut débit Internet. T'es sûr de ça? Ouais. Il faut une bonne connexion. Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur Internet. Moi, je me suis renseigné. C'est ils étaient plutôt Google, quoi. Ah, c'est possible. Ils étaient peut-être plus OK Google. Je ne sais pas. Mais vraisemblablement, oui. Ok. Après, c'était juste pour faire une blague sur le mot débit et débit des arbres. Ne jugez pas trop, mais... Tu sais que tout ce quiz vient juste du fait que j'aimais bien le truc de ne peut pas travailler en local. Du coup, il m'a fallu 2 semaines pour trouver les autres, c'était très compliqué. Parce que je peux pas faire un quiz avec une seule phrase. En fait, non, du coup, il y en a une dernière, qui normalement est assez simple, et fréquentée par des Syriens. Ah, le pays. Le pays, parce que dans une série, il y a plutôt des gens qui scient des choses plutôt que des gens qui ne scient rien. Ouh. Voilà. Elle est pas mal, hein. C'était ma dernière. Bah, la Syrie aussi. Hein. Dans la série Les aussi, clients. il pourrait y avoir des Syriens. Vous acceptez tout le monde. On il y a pas accepte de- tout le monde. C'est ouais. peut-être l'occasion de faire un petit message. Tout le monde peut venir. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y a moyen de venir visiter ou de juste venir voir à quoi ressemble la série? Tous les vendredis et samedis, on est ouvert de 10h à 17h, enfin, ouvert au public, entre guillemets, de Ouais. 10h à 17h. Donc, on peut Ok. venir demander des prix, des informations, voir comment ça fonctionne, venir discuter, prendre un café. Faire un tour dans le coin des bonnes affaires. Voilà, Repartir avec repartir avec un bout de bois. planche. On scie de manière plus fermée, entre guillemets, plus sur rendez-vous, du mardi au jeudi. Après, c'est pour l'instant, mais voilà, on a gardé on a démarré, on était en 3/5e, on pouvait pas ouvrir tous les jours, mais on a gardé cet horaire-là d'ouverture, parce que ça coïncide aussi avec les horaires d'ouverture du maraîchage à la ferme. Mais aussi parce que du coup, ça nous laisse une souplesse dans l'organisation, dans les agendas pour le reste de la semaine. Et, Si on a des achats ou des livraisons, on ne fait pas, mais des visites à faire, on va les caser dans un jour où on n'est pas ouvert, entre guillemets, donc pas un vendredi, pas un samedi, comme ça on peut organiser notre journée comme on veut. Après, dans les tâches de production, il ne faut pas se cacher, on a un autre rythme de production quand on a des visites de clients ou quand on n'en a pas. Alors, on prend le temps pour accueillir nos clients et les partenaires qui veulent voir notre activité ou avoir des renseignements ou passer des commandes. Et il y a des jours où c'est charrette, quoi. Parce J'imagine que, que voilà, c'est un peu- il y a quand même... il y a du taf, hein, ça se coupe pas tout seul. Hein. Ah non. Ce serait pourtant tellement plus simple. Mais en tout cas, ouais, j'en profite pour rappeler aux gens que les liens de votre page Facebook et de votre site internet seront dans les différentes descriptions des différents lieux où vous allez écouter ce podcast, parce que je ne sais pas où vous nous écoutez. Mais tous les liens seront là pour justement aller faire un tour et voir un petit peu ce qui se passe exactement dans cette micro-série. Est-ce qu'on peut tout à fait, il ne faut pas hésiter à venir nous voir aussi. Avec grand plaisir. Le site C'est noté. internet est encore un peu en chantier. Oui, je me suis rendu compte qu'il était un peu en chantier. Mais Et il va encore rechanger, remettre en chantier. On a des projets qui sont en cours sur ça, parce que... En tout cas, il y a les infos principales, il y a l'adresse, il y a les horaires. Il y a un résumé du projet. Oui, c'est ça. Il y a quelques photos, il y a l'adresse, il y a les horaires, il y a notre numéro de téléphone, notre adresse mail qui est dans la page contact. Parce que beaucoup de gens cherchent l'adresse mail. Ah. Elle est dans la page contact. Sinon, Google, vous tapez. Oui, en vrai, Google connaît. Siri la source, on tombe directement dessus. Parce que j'ai refait cette recherche plein de fois avant de copier-coller l'adresse dans mon document en me disant finalement c'est un peu con de chercher à chaque fois alors qu'il suffit de la noter. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode du podcast. Je sais pas si vous avez peut-être un truc que vous voulez absolument rajouter, qui vous semble important qu'on n'aurait pas survolé, ou si vous avez un truc qui vous paraît, qui pourrait conclure un peu la chose. Moi, ce que je retiens déjà, c'est que
il faut venir vous voir et venir voir un peu ce que vous faites. Que c'est un projet qui a l'air vraiment intéressant, et je trouve que cette idée de vouloir un peu développer ce genre de micro-série un peu partout, c'est hyper intéressant. En plus, bon, voilà, en étant ébéniste, chercher de la matière première, c'est une grosse partie du boulot aussi, parce que réussir à trouver qui va pouvoir fournir quoi et d'où viennent les bois, et c'est pas toujours évident, parce que quand on va dans des grosses structures, ils savent pas toujours te dire d'où il vient, ou alors il peut te dire où ils l'ont acheté, mais c'est pas forcément de là d'où vient le bois exactement. Non. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir aller se fournir dans des lieux où tu sais qui a scié, tu sais d'où vient le bois, tu sais avoir toutes ces infos, c'est hyper intéressant, et de savoir que le bois a été fait correctement. Parce qu'on parlait de bricots, ce genre de choses. Quand tu vois l'état des folies, tu sais pas comment ça a été débité, comment ça a été séché. Débité, c'est calibré, donc c'est souvent raboté, calibré. Donc les sections sont généralement constantes. Par contre, c'est la forme qui est pas. Voilà, le séchage, on oublie. On est nouveau sur le vite, pas cher et vite bien pas cher. Là, c'est vite et pas cher, et du coup, le bien est pas. Mais nous, on est aussi enfin, c'est peut-être un appel du pied, mais on est en recherche d'artisans qui souhaitent travailler avec du bois local, qui souhaitent. Voilà, si vous cherchez un fournisseur, nous on est ouvert à toute discussion pour voilà, s'inscrire. On est une étape, et on souhaite aussi encourager les autres avant et après, et les futurs, donc ceux qui pensent à changer, faire les choses autrement ou essayer autrement. En tout cas, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, quoi. Ouais, j'allais dire moi à peu près la même chose. Soutenez de manière large tout ce qui est commerce local. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, sur Amazon, l'argent avec lequel vous payez fouille dans un autre pays et va être utilisé dans un autre pays. Ce qui crée de la richesse au niveau local, c'est de consommer local. Si vous dépensez votre argent chez nous, parce que nous, on n'est pas convaincus de ce modèle économique-là, nous, on va aussi le consommer de manière locale. Et si tout le monde fait comme ça, chaque personne autour de nous, nos voisins vont pouvoir vivre de manière plus confortable. Et avec un impact qui est plus faible, parce que si on a tout ce qu'on a pris tout ce qu'on pourrait produire fait un minimum de kilomètres, on a aussi un impact sur la planète qui est réduit. Même si on s'en cache pas, on a encore une tronçonneuse avec de l'essence, on a besoin de camions et ce genre de choses pour pouvoir déplacer les troncs. Encore une fois, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est importante aussi. Voilà, même si dans les projets, il y a aussi un projet de débardage à cheval qui se prépare. Et les panneaux solaires sont là. Voilà, mais c'est important de soutenir un commerce local, de soutenir des initiatives, même si vous avez l'impression que ça peut coûter plus cher, ce qui n'est pas forcément vrai, mais que ça prend plus de temps. Voilà, faites-le, que ce soit nous, un maraîcher, n'importe quel autre artisan. Au final, cet artisan va aller dépenser ses sous près de chez lui, et cet argent, d'une manière ou d'une autre, vous reviendra. Oui, c'est une très bonne conclusion. J'étais porté par le truc. Et justement, parlant de local, on va revenir vite fait sur la bière qu'on a bu, qui vient de la... Alors moi, j'ai adoré. Je suis un grand fan de gueuse, et c'est très proche de la gueuse. J'ai l'estomac d'un Chinois, donc ça veut dire que je ne digère pas le lait, le sucre ou le malt. Donc la bière, j'ai un peu fait une croix dessus, je vois à la limite une triple, mais une blonde. Ouais. Et là, ça passe nickel, malgré qu'elle soit brune. C'est parfait. Mais j'étais assez étonné de ce côté brune, mais acide comme ça. Plutôt convaincu, pas convaincu? Alors convaincu, oui et non. C'est pas mon goût de bière préféré. C'est pas le genre de bière que je consomme régulièrement et que j'apprécie particulièrement. Par contre, je trouve ça génial d'avoir goûté ça, parce que j'ai jamais goûté ça, et ça fait du bien de découvrir des trucs nouveaux. Et donc, une belle découverte en fait. Du coup, on vous invite aussi à découvrir cette bière. Donc, je rappelle que c'est d'ailleurs, le lien est aussi tout est dans la description. C'est la serre de la brasserie La Source, et pas la brasserie de La Source, parce qu'il m'a fallu 1 heure de podcast. Enfin, plus. Presque 2 heures de podcast pour me souvenir de ça. En tout cas, un très grand merci à vous d'être venus merci à vous aussi dans ce podcast. C'est très chouette. Nous, on se retrouve dans 1 mois avec le prochain épisode qui va parler de bois, donc, mais qui va parler de bois énergie.
Bah, je vous dis tout simplement de choses, les Ateliers Ross.